Madame, Monsieur, bonsoir. Vous faites toujours bien de choisir NCI. Dans l'actualité ce jeudi, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a présenté le bilan des concours administratifs et de l'entrée à l'École nationale d'administration. En 2024, ce sont 25 000 candidats qui ont été admis aux concours administratifs. Lancés en janvier 2022 par le maire de la commune d'Adjamé, les travaux de construction du nouveau marché Gouro, censé durer 18 mois, ne sont toujours pas achevés. 3 ans après, de grosses inquiétudes naissent chez les commerçants. Nous irons comprendre tout ceci. Au Niger, 10 soldats ont été tués en début de semaine dans une embuscade dans la région de Tillabéri. C'est dans l'ouest du pays, près du Burkina Faso, une zone devenue l'épicentre des violences terroristes. En 2024, plus de 25 000 candidats ont été admis aux concours administratifs dans notre pays. Le ministère de la fonction publique et la modernisation de l'administration a fait le bilan de ces concours, mais aussi celui de l'entrée à l'École nationale d'administration. Les collaborateurs d'Anne-Désiré Ouloto ont fait du bon travail. Le bilan est jugé satisfaisant par la ministre d'État, Nikema Moussa Tanguy Kona. Pour l'année 2024, ce sont 25 748 candidats qui ont été admis au concours administratif en Côte d'Ivoire. Des chiffres présentés à l'occasion de l'atelier bilan des concours, organisé par le ministère en charge de la fonction publique. L'année 2024 a enregistré 97 226 inscriptions. Au titre des admis, on a 25 748 admis, soit un taux d'admission de 26,48% à l'ENA, session 2024. Sur le volet concours direct, 39 294 inscrits, 635 admis, dont 200 au cycle supérieur, 235 au cycle moyen supérieur et enfin 200 admis au cycle moyen. Au titre des concours professionnels, un effectif d'inscrits de 1182. Au titre des admis dans la catégorie concours professionnel, il a noté 208 admis, dont 98 au cycle supérieur, 75 au cycle moyen supérieur et 35 au cycle moyen. Anne Ouloto s'est dite satisfaite de l'organisation générale des concours et a invité ses collaborateurs à maintenir le cap de la rigueur et de l'équité. Les conclusions de cet atelier doivent être perçues comme une feuille de route. Une feuille de route pour garantir des concours administratifs répondant aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité. Cet atelier était également un cadre de réflexion sur l'amélioration de l'organisation et du contenu des différents concours administratifs autour du triptyque transparence, équité et célérité. Et dans la commune d'Adjamé, le nouveau marché Gouro de Roxy, censé être construit en 18 mois après son lancement en janvier 2022, n'a toujours pas vu le jour. Des mésententes, des violences même sont nées entre les parties prenantes au projet. En cause, le non-respect des délais de livraison. La mairie, quant à elle, a tout simplement arrêté de façon provisoire les travaux. Mais qu'est-ce qui explique ce retard dans l'exécution de ces travaux et à quand leur reprise? Après leur course à Adjamé, Mardoché Kouassi et Joseph Zekré sont allés à la recherche de réponses. Au cœur du quartier Roxy, dans la commune d'Adjamé, se dresse le chantier du nouveau marché de la Komagoa, coopérative du marché Gouro d'Adjamé. Un chantier, aujourd'hui à l'arrêt, du fait de la montée des tensions entre les différentes parties. Du côté de la coopérative Komagoa, initiatrice du projet, on regrette cette situation. La vice-présidente de cette organisation espère un retour rapide au calme pour que le promoteur avec qui une convention a été signée puisse poursuivre les travaux. Quand tu es un homme d'affaires et que tu as eu un chantier, tu vas vers les financiers qui te donnent le finance pour travailler. Et c'est ce que le jeune a fait. C'est que nous, femmes de Komagoa, nous voulons aujourd'hui laisser le promoteur aller jusqu'au bout du projet. Pourtant, la direction générale de cette même coopérative indique avoir adressé un courrier au promoteur chargé de la construction du marché pour remettre en cause la convention qui les lie pour non-respect des délais d'exécution des travaux. Nous, on a dit à notre DG
L'enfant demande l'avenant. Donnons-lui l'avenant et on travaille avec lui. On va voir. Si ça ne va pas, on va le faire asseoir pour lui dire que on a tout fait pour qu'on reste ensemble, mais voilà ça. Le DG, nous, on était d'accord. On allait même signer l'avenant au marché là-bas. Ils se sont retrouvés. Ils disent non, on n'a qu'à lui donner 6 mois. 6 mois qu'on lui a donné, c'est dans ça on est là. Si malgré les voix discordantes en interne, les premiers responsables de la coopérative Komagoa tiennent à achever le projet avec l'actuel promoteur, ce n'est pas le cas de certains souscripteurs et apporteurs d'affaires. Ceux-ci réclament le remboursement des sommes déjà versées face à l'incapacité, selon eux, du promoteur à exécuter les travaux dans les délais convenus. Tou Diakité, vice-présidente du marché Petit Lomé dans la commune d'Adjamé, a motivé plus de 300 femmes à souscrire à ce projet pour plusieurs centaines de millions déjà versés. Au début, quand il est venu, il a dit que le fonds était prêt pour construire. Donc en 18 mois, il était question qu'on rentrait en possession des magasins. Donc on a entendu en vain. Nous sommes là sans bonne suite. On s'est rapproché de lui plusieurs fois. Bon, il nous a toujours fait espérer. Comme on ne voyait rien là, moi j'ai dit à mes femmes d'arrêter de verser de l'argent. Vu que je n'ai plus confiance à Richard et je suis harcelée par mes femmes là, ils me donnent l'intégralité de la somme que j'ai versée. Et puis maintenant, je donne l'argent des femmes et puis moi je suis tranquille. Le promoteur du projet, lui, reconnaît des retards dans l'exécution du projet dus à des facteurs qui lui sont extérieurs. Effectivement, on a fait le dépôt, la pose de la première pierre en 2022. Et on était censé commencer le projet. En fin de compte, on a vu qu'il y avait des tuyaux, des sauts de scie qu'il fallait déplacer. Mais nous, on n'a pas été informés, ça n'a pas été signifié dans le contrat, donc on ne savait pas d'ailleurs. Donc on est obligé de faire ce déplacement-là qui nous a pris pratiquement 9 mois. Et après ça, il y a dans la coopérative même une rébellion en 1-1-E, il y a un groupe qui nous a envoyé en procès. Ce qui a fait qu'avec le bruit des marches devant nos partenaires banquiers et autres, ça fait que les banques, nos partenaires banquiers se sont retirés. Donc c'est maintenant là qu'on a pris toutes les dispositions possibles. Il se dit toutefois disposé à aller jusqu'au bout de ce projet, malgré les obstacles qui se dressent devant lui. Qu'elle patiente, on va finir le projet et elles auront leur place. Mais celles qui pensent qu'elles veulent leur argent, la première des choses, c'est de nous contacter, rentrer en contact avec nous directement sur le chantier ou à nos bureaux qui sont en gris, de venir remplir des formulaires, elles vont se faire rembourser intégralement leur dû ou leur argent qu'elles ont versé. Lassés d'attendre indéfiniment, des apporteurs d'affaires, des souscriptrices et certains membres de la coopérative sont allés exprimer leur ras-le-bol sur le chantier le 30 janvier dernier. Une manifestation qui a viré à l'affrontement faisant plusieurs blessés, selon des témoins rencontrés sur place. Alerté, le maire Fariko Soumaoro s'est rendu en personne sur les lieux pour s'enquérir de l'état des blessés et des circonstances ayant conduit à ces manifestations. S'en est suivi la prise d'un arrêté municipal portant arrêt provisoire des travaux. Nous avons essayé tant bien que mal, à notre qualité de premier magistrat, pour que les parties puissent s'entendre. Mais cela va de mal en pire. Pour qu'il y ait l'accalmie, pour éviter un trouble à l'ordre public dans ma commune, j'étais obligé de prendre un arrêté pour arrêter provisoirement les travaux sur le chantier, en attendant que les parties puissent s'accorder, après quoi que les travaux reprennent. Entre la colère des souscripteurs, les divisions au sein de la coopérative Komagoa et les tergiversations du promoteur, le projet qui avait suscité tant d'espoir est en pleine tourmente. Vivement que les divergences entre les différentes parties prenantes du projet soient aplanies pour que ce projet aille jusqu'à son terme, pour le bonheur de ces braves femmes de la coopérative Komagoa et celles qui ont souscrit à ce projet pour obtenir des magasins dans le nouveau marché Gouro d'Adjamé Roxy. Le ministre Bouaké Fofana, en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a procédé ce mercredi à la mise en service d'une station de traitement de boue de vidange située à Anyama-Yapokwa. Cette station financée par la Banque islamique de développement va permettre de traiter tous les jours 300 mètres cubes de cette boue. Le récit de Mardoché Kwasi et Eric Kimou. Le dispositif d'assainissement de l'ONAD, Office national d'assainissement et du drainage, s'est enrichi d'un nouvel équipement. La station de drainage des boues de vidange de la ville d'Abidjan, basée à Nyama-Yapokwa, dispose de 2 filières d'une capacité de 150 mètres cubes par jour chacune. Elle va donc permettre à terme de traiter 300 mètres cubes de boue de vidange par jour
soit environ 40 à 50 camions-citernes. Un processus qui permettra de traiter séparément la partie liquide et la partie solide. Après le dépotage, les bouts de vidange suivent tout le circuit. Il y a une décantation qui sépare la partie liquide de la partie solide. La partie liquide va être traitée à travers une filière de traitement qu'on appelle l'agunage. Et puis la partie solide va être mise sur des lits de séchage pour pouvoir les épaissir pour les déshydrater. Et après la déshydratation, on les amène sur les aires de séchage. Et après, les bouts sont fertilisés. Ce projet entre dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire du président de la République et va permettre d'offrir aux populations à faible revenu un cadre de vie sain et agréable. C'est tout l'enjeu de cette infrastructure. C'est un projet important pour notre santé, la santé de tous. Cet ouvrage va servir pour la sous-préfecture d'Aniamey, mais également pour une bonne partie de l'Abidjan, va recevoir les bouts de vidange. Et avec ces bouts de vidange, on pourra avoir de l'eau débarrassée de toutes les substances dangereuses qui pourra servir à faire de l'irrigation, à arroser des plantes. Et puis, la partie sèche pourra servir à produire de l'engrais pour ceux qui sont dans l'agriculture et dans le maraîcher. D'un coût global de 54 milliards de francs CFA, ce projet est financé en grande partie par la BID, Banque islamique de développement. La station est bâtie sur une superficie de 5 hectares et est composée d'une aire de séchage, un hangar de stockage, un bâtiment d'exploitation et des voies de circulation. Dans un tout autre chapitre, la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire Capitale et la Société internationale de logistique Silo, sous la tutelle du groupe Atlantique, ont décidé de mutualiser leurs efforts. Les deux entreprises veulent réduire les émissions de carbone. À Cocody aujourd'hui, elles ont concrétisé leur engagement commun. Pour cette cause, c'était à travers la signature d'un accord de financement. Le témoignage de Nadia Eja et Joseph Zécré. Répondre aux besoins de services logistiques et de transport dans le secteur des mines, cimenteries et agro-industrielles, c'est l'objet de cette signature de convention entre la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, capitale CDCCI, et la Société internationale de logistique, Silo. L'objectif aujourd'hui, c'est, comme nous l'avons fait avec d'autres structures, c'est de contribuer à l'effort du gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, puisque le gouvernement s'est engagé à réduire de 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Financée à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par la CDCCI, l'entreprise de logistique pourra, à travers cette convention, contribuer efficacement à la transition verte. Ces fonds serviront à acquérir des camions plus propres, c'est-à-dire que nous avons des moteurs qui sont du type Euro 2. Et donc nous allons migrer vers des moteurs de type Euro 3, Euro 4 qui sont plus respectueux des normes environnementales. C'est de réduire donc notre empreinte carbone. C'est depuis juillet que les échanges avec le groupe dont dépend cette entreprise ont été entamés. Dans le cadre de ces missions, la CDCCI bénéficie d'un appui de la Banque mondiale à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation, PCCET. Ce jeudi 6 février, le monde célèbre la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Les acteurs engagés dans cette lutte saisissent l'occasion pour faire le bilan et rappeler aux populations les dangers liés à ces pratiques. En Côte d'Ivoire, la fondation Djigui, la Grande Espérance, qui est active depuis des années, regrette cependant des résistances encore aujourd'hui dans certaines communautés villageoises, comme nous le montre Salif Yalekoué et Chèque Bleu. Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, tel est le terme international de l'édition 2025 de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, le premier responsable de la fondation Djigui, la Grande Espérance, l'imam Djigui Bassissé, investi dans la lutte contre les MGF, était face à la presse pour faire un point sur la lutte. Les efforts conjoints des différents acteurs à travers le monde ont permis de constater une baisse de la prévalence des mutilations génitales féminines au cours des dernières années. En Côte d'Ivoire,
Cette tendance de recul de la prévalence est aussi observée. Cependant, la problématique des mutilations génitales féminines demeure préoccupante au regard de la résistance de certaines communautés villageoises dans notre pays. Le guide religieux a insisté sur l'implication de la presse dans la sensibilisation, invitant les hommes et femmes de médias à poursuivre leurs efforts afin d'atteindre la tolérance zéro d'ici 2030. Plus question d'être complice ou encore moins auteur de la pratique de l'excision dans notre pays. Ce temps est révolu. La page de l'hésitation confuse doit être définitivement tournée. Le tabou qui s'entretient autour des mutilations génitales féminines doit s'effondrer. Il faut passer aux actions plus concrètes, plus fortes et plus engagées. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 230 millions de filles et de femmes à travers le monde ont survécu à des mutilations génitales féminines MGF. On estime à 27 millions le nombre de filles risquant à leur tour de subir des MGF au cours des 5 prochaines années. En 2025, ces pratiques sont susceptibles de menacer près de 4,4 millions de filles. Une note de politique dans ce journal. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a tenu sa tribune hebdomadaire aujourd'hui à Cocody. Elle a été animée par Justin Koné-Katinan qui est revenu sur le processus électoral. Il a réclamé à nouveau une révision de la liste électorale avant l'élection du président de la République en octobre 2025. Pierre Dipomela. Justin Koné-Katinan était face à la presse ce jeudi à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire dénommé la tribune du PPSI. Après avoir décrypté le discours du président du parti Laurent Gbagbo en visite à Adjamé Village, le président du Conseil stratégique et politique du PPSI est revenu sur la question de la révision de la liste électorale pour l'année 2025, appelant la CEI à l'implémenter avant l'échéance de l'élection présidentielle. Alors que toute l'opposition demande une révision pour 2025, comme la loi le dit, le président de la CEI, M. Koulibaly Ibrahim Kubert, rejoint cela par le RHDP, s'oppose à ce que la loi leur impose comme règle. Donc pour nous, la révision de la liste électorale, elle se fondant sur une base légale, un fondement légal, ne peut pas du tout être dénié ou rejeté par quelque puissance que ce soit. Justin Koné-Katinan a aussi critiqué la dette ivoirienne, qualifiée de Digba, c'est-à-dire énorme, lorsque celle-ci est considérée par le pouvoir comme étant modérée, c'est-à-dire en deçà de la norme de l'UEMOA, qui est à 70%. Dans l'actualité hors de nos frontières, 10 soldats nigériens ont été tués en début de semaine dans une embuscade dans la région de Tillabéri. Tillabéri, c'est à l'ouest du Niger, près du Burkina Faso. C'est une zone qui, ces dernières années, est devenue l'épicentre même des violences terroristes au Niger. Pierre Dipomela. L'attaque, qui a fait 10 morts parmi les soldats nigériens, visait une unité d'intervention militaire à la recherche de voleurs de bétail lorsqu'elle est tombée dans une embuscade d'un groupe criminel dans la zone de Bankilare, à l'ouest du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les autorités militaires nigériennes, les renforts terrestres et aériens n'ont pas pu permettre de retrouver les assaillants. L'ouest du Niger, où se trouvent les départements de Terra et de Bankilare, est devenu l'épicentre des violences djihadistes dans le pays. C'est également le lieu de passage de milliers de camions de fret du Niger, arrivant chaque mois du port de Lomé, au Togo, via le nord du Burkina, sous escorte des armées des deux voisins. Cette attaque survient au moment où le Niger chasse de son sol les forces et organisations internationales. La dernière sur la liste est le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, sommé de quitter le pays avec effet immédiat. Le CICR était présent au Niger depuis 1990. Ces dernières années, il venait en aide aux personnes touchées par les violences djihadistes qui frappent le pays, dans la zone du Liptako-Gourma, sud-ouest, et du bassin du lac du Tchad. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain, 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.